Bonjour, donc moi je suis Caroline Huron, je suis chercheuse à l'INSERM, dans un laboratoire qui est maintenant situé au centre de recherche interdisciplinaire dirigé par François Tadei, dans le Marais. Et je suis aussi la présidente du Cartable Fantastique, qui est une association qui a pour mission de faciliter la scolarité des enfants dyspraxiques et donc qui m'a rejoint au CRIS, ce qui fait que maintenant mes deux activités sont au même endroit. Alors moi, si tu ne m'expliques pas comment ça marche, je ne vais jamais y arriver. Là, je suis beaucoup trop dyspraxique pour ça. Là. Il faut appuyer sur quoi? Sur la flèche pour aller à droite. Et donc, on m'avait demandé d'essayer de combler ce que mes collègues ne présentaient pas en lien avec l'expertise INSERM. En pratique, en 20 minutes, c'est impossible. Donc, j'ai choisi certains axes, mais n'hésitez pas à poser des questions après sur les autres. Donc, les études qu'on réfère dans cette expertise, elles concernent un tas de champs disciplinaires. Et en particulier, on parle de l'épidémiologie. Et donc, on étudie en fait la prévalence, c'est-à-dire la fréquence de la dyspraxie. Enfin, on regarde les articles qui étudient ça. Et donc, ce qu'on observe dans l'ensemble de la littérature, c'est qu'il y a 1,8% à 5,4% de troubles sévères de la coordination et 6,7 à 27,7% de troubles modérés à sévères. Alors, vous voyez que c'est un peu un grand écart puisqu'on va de 1,8 à 27,7%. Et ça, c'est dû en fait à tout ce que vous ont expliqué mes collègues auparavant, c'est-à-dire que la façon de poser un diagnostic de dyspraxie, elle est un peu variable selon les études, et en particulier si on ne regarde pas tous les critères, par exemple l'impact sur la vie quotidienne, l'impact à l'école, et si on n'élimine pas les diagnostics différentiels, eh ben, on surévalue évidemment le nombre d'enfants dyspraxiques. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'au minimum, il y en a 1,8% donc, de troubles sévères, donc ce n'est pas un trouble rare, hein. C'est vraiment un trouble fréquent. Par contre, ce pourquoi tout le monde est un petit peu d'accord, c'est qu'il y a 1,8 garçons pour une fille. À noter, il n'y a aucune étude de prévalence en France, donc on n'a aucune idée de combien il y a d'enfants dyspraxiques en France. Alors, on essaye avec ma collègue Catherine Armaud, qui est une épidémiologiste, de monter une étude de prévalence sur la dyspraxie. On a déjà fait une demande de financement qui a été refusée. C'est pas des études simples, hein, parce que il faut tester 5000 enfants dans les écoles, voilà. Donc on va essayer là de s'appuyer sur une enquête de santé mentale qui va démarrer bientôt, dans laquelle je suis un des membres du pilote, enfin du conseil scientifique de pilotage, et sur lequel j'ai obtenu qu'on puisse mettre le questionnaire dont a parlé Laurence, qui est le DCDQ, pour les enfants de 8 ans. Donc ça permettra d'avoir ça, mais c'est juste un repérage sur les troubles moteurs, et j'espère que nous, on arrivera à trouver le financement pour se greffer, pour ensuite faire toutes les tests qui nécessitent pour repérer les enfants dyspraxiques parmi ceux qui sont repérés comme en difficulté. Mais bon, pour le moment, c'est pas évident. Un autre élément épidémiologique important, c'est qu'il y a une association fréquente, en fait. Malheureusement, les enfants sont souvent pas seulement dyspraxiques, ils ont souvent un autre trouble du neurodéveloppement, un trouble du langage, un trouble de l'attention. Et ce que l'on trouve dans la littérature, c'est que des troubles du neurodéveloppement, ils coexistent avec la dyspraxie dans 15 à 20% des cas. Et que ces associations de troubles, elles sont encore plus fréquentes chez les garçons que chez les filles. Et puis, il y a un risque élevé d'apparition secondaire, hein, donc en conséquence en fait de la dyspraxie, de troubles anxieux, de troubles émotionnels, de troubles comportementaux, avec une difficulté, en tout cas en France, souvent, c'est qu'on confond l'opposition de l'enfant maternel, on met ça au premier plan, alors qu'en fait, c'est une conséquence de sa dyspraxie, mais simplement personne n'a repéré la dyspraxie. Alors, il y a aussi des études des facteurs de risque, et le facteur de risque le plus important, c'est la prématurité. C'est-à-dire que 32 à 49% des enfants nés prématurément ont un trouble développemental de la coordination.
Et 14 à 24% ont un trouble sévère. Donc c'est quand il y a un enfant prématuré, c'est vraiment important que ce repérage soit fait, parce que c'est quand même très très fréquent. En revanche, on n'a retrouvé aucun lien avec des expositions prénatales à l'alcool ou au tabac. Voilà. Et puis plus généralement, je dis ça pour toutes les mamans qui sont dans la salle, vous n'y êtes pour rien. Ce ne sont pas les mères qui sont responsables. Elles n'ont pas eu une activité particulière pendant la grossesse qui a induit une dyspraxie. On n'a aucun élément en faveur de ça et il faut retirer ce sentiment de culpabilité. Alors du coup, ça vient d'où ? Alors là, ça c'est le grand mystère de la recherche et le point, la boîte noire pour le moment. On n'a aucune idée des origines de la dyspraxie. Par contre, ce dont on est certain, c'est que les cerveaux des enfants dyspraxiques sont différents des cerveaux des enfants qui n'ont pas de troubles du neurodéveloppement. Alors, quand on fait de la neuroimagerie, on voit des différences au niveau anatomique. C'est-à-dire qu'il y a des différences au niveau de l'épaisseur corticale, donc l'épaisseur du cortex, la connectivité anatomique, c'est-à-dire les voies entre les régions, elles sont aussi différentes. Les volumes corticaux peuvent être différentes. Et puis, quand on fait de l'imagerie fonctionnelle, c'est-à-dire on regarde l'activation du cerveau des enfants pendant qu'ils font des tâches cognitives, là aussi, on voit que le cerveau ne s'active pas forcément exactement de la même façon dans un certain nombre de tâches réalisées par les enfants. Les régions identifiées, ce sont le cervelet, la région pariétale, les régions frontales, les ganglions de la base, le cortex singulaire, autrement dit, pas tout le cerveau, mais enfin quand même beaucoup de régions du cerveau. En conclusion, aucune région spécifique n'a été identifiée. Et donc, ce dont il faut que vous soyez conscient, c'est que les études de neuroimagerie, elles mettent en évidence des résultats quand on compare des groupes. Les différences, c'est sur des groupes. Donc, la neuroimagerie, à l'heure actuelle, c'est pas un élément diagnostique pour un enfant dyspraxique. En tout cas, c'est pas un élément qui permet de dire cet enfant a une dyspraxie. On voit rien sur un cerveau individuel. Voilà. Par contre, ça peut être un cerveau, un élément diagnostique pour éliminer un diagnostic différentiel, comme vous ont indiqué mes collègues. On peut éliminer, je ne sais pas moi, une lésion cérébrale, une tumeur cérébrale, enfin voilà. Mais il n'y a pas de raison d'aller faire une IRM pour diagnostiquer la dyspraxie. Et en ce qui concerne l'origine génétique, alors il y a vraiment une suspicion forte de forme familiale parce qu'on a observé dans des familles plusieurs enfants dyspraxiques, des parents d'enfants dyspraxiques, eux-mêmes dyspraxiques, etc. Mais pour le moment, aucun gène n'a été identifié. Alors, on va passer aux difficultés que rencontrent les enfants dyspraxiques. Donc, il y a bien sûr des difficultés de la vie quotidienne que je n'ai pas pu recenser ici. Et puis, je me suis dit que vous étiez assez bien placés pour les connaître, donc je n'avais pas besoin de vous les redécrire. Mais il y a la question des difficultés scolaires et comment elles sont évaluées dans les études. Alors, ce qu'on observe, c'est que dès la maternelle, à partir du moment où il y a des activités basées sur la motricité fine, la motricité générale et le graphisme, principalement, les enfants dyspraxiques peuvent être très en difficulté. Ils ont une conscience du trouble, ça veut dire qu'ils sont conscients qui n'ont pas les mêmes capacités que les autres. Ils arrivent très bien à se comparer aux autres. Et il peut y avoir des conséquences comme moins de plaisir pour aller à l'école. Et donc, il faut être vigilant dès qu'il y a des enfants, Pierre Lemaitre le racontait très bien, qui n'ont plus très envie ou qui n'ont plus très confiance en eux quand ils vont à l'école. Mais le moment où ça va devenir vraiment compliqué, encore plus compliqué, ça va être au moment de l'apprentissage de l'écriture en CP, puisque ce que montrent les études, c'est que l'apprentissage de l'écriture est difficile pour 50 à 88% des enfants dyspraxiques, et surtout que c'est une des raisons majeures de consultation. Ensuite, concernant les autres difficultés, j'avoue que c'est un peu le désert dans la littérature. Il y a très peu d'études, il n'y en a aucune même qui concerne des difficultés, par exemple en géométrie ou en géographie. Voilà. On avait fait des études pour les difficultés en mathématiques avec Alice Gomez il y a quelques années, dans lesquelles on montrait que les enfants dyspraxiques avaient des difficultés avec les compétences numériques de base, c'est-à-dire
la perception presque du nombre, c'est-à-dire la capacité à comparer des quantités. Là, vous voyez, il y a des points, il faut dire là où il y en a le plus. Là, ils sont plus lents, ils font plus d'erreurs que les enfants contrôle. Ils ont aussi plus de difficultés, enfin, ils sont plus lents en tout cas, pour déterminer quel est le chiffre le plus grand. Ils ont bien sûr des problèmes avec le comptage de points. Donc là, nous, on n'est pas avec des items qu'il faut compter avec du pointage avec le doigt, où on sait cliniquement qu'il y a une difficulté quand ils doivent compter des cubes. On est sur des points qui doivent compter, il y en a de 1 à 9. Et là-dessus, avec leurs yeux, et là-dessus, à partir de 2 à 3, ils ne savent plus compter. Ils font un nombre d'erreurs. Alors, ils savent parfaitement compter, hein, mais ils ne savent plus compter le nombre de points en raison de problèmes de mouvement des yeux. Voilà. Par contre, malgré ces difficultés de capacité de base, on avait montré avec la tâche de ligne numérique qu'ils avaient une parfaite compréhension d'un concept mathématique qui est celui du concept de linéarité. Voilà. Donc, il y a, et la vie le montre, hein, on a des jeunes dyspraxiques qui font des études scientifiques. Hein. Donc, il faut faire attention. Ce que ça dit, c'est que ce n'est pas parce qu'on a des difficultés à compter qu'on ne va pas comprendre des concepts mathématiques qui vont être utiles pour des études poussées en sciences. Et donc, il ne faut pas bloquer les enfants. Il va falloir mettre en place des choses de compensation. Hein. Tant pis, si 8 plus 3, c'est compliqué, ben, ils le feront à la calculatrice, ce n'est pas dramatique. Mais ça ne les empêcherait pas forcément de comprendre des concepts plus complexes dont ils auront besoin en sciences. Alors, il y a évidemment toute une littérature sur l'écriture qui met en évidence des perturbations à la fois qualitatives et quantitatives. Les perturbations qualitatives dans la littérature, c'est des lettres grosses, irrégulières, déformées, avec la hauteur entre les lettres, les petites et les grosses, qui n'est pas respectée. Des difficultés à suivre des lignes, des phrases qui sont mal organisées sur la feuille, donc ça peut faire comme ça, ou c'est pas au bon endroit, ça part pas de la gauche, ça démarre au milieu, enfin c'est compliqué. Et au niveau quantitatif, l'écriture, elle est moins fluide, elle est plus lente, avec moins de caractères écrits par minute, et surtout, ce qui est très frappant, c'est qu'ils peuvent faire des pauses entre les lettres à l'intérieur d'un mot, ce qui n'existe pas dans d'autres pathologies. Et donc tout ça, ça va entraîner des problèmes de lisibilité et de vitesse, et l'hypothèse la plus fréquemment avancée, c'est qu'en fait, il y aura un déficit d'automatisation de l'écriture manuscrite, ce qui n'est pas anodin, parce que vous savez que le cerveau n'est pas conçu pour faire 2 tâches en même temps si une des tâches n'est pas automatisée. C'est pour ça que l'objectif de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture dans les petites classes, c'est que les enfants automatisent les gestes, et donc on va les entraîner beaucoup pour ça. Et lorsqu'on n'automatise pas l'écriture, eh ben, on ne va pas toujours avoir suffisamment de ressources cognitives pour faire attention à l'orthographe, pour faire attention au contenu de ce qu'on écrit. Et donc, l'écriture ne sera pas forcément le meilleur moyen, non seulement pour apprendre, mais aussi pour évaluer les enfants dyspraxiques. Alors, il y a de la littérature sur les interventions, comment on fait pour rééduquer l'écriture. Il faut savoir qu'il n'y a aucune technique qui met en évidence un niveau de preuve élevé, c'est-à-dire que ça marche de façon suffisamment satisfaisante pour qu'on puisse dire, pour tous les enfants dyspraxiques, il faut mettre en place telle rééducation. Néanmoins, il y a un certain nombre de facteurs d'efficacité par rapport à une rééducation. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il faut que ce soit des séances courtes et répétées. Autrement dit, il vaut mieux tous les jours 10 minutes que le samedi 1h30. Voilà. Il faut que ce soit avec de l'écriture. On rééduque l'écriture avec l'écriture. On ne fait pas des mouvements dans l'espace, du sensoriel, etc. Non, si on veut rééduquer l'écriture et que ça fonctionne, il faut faire écrire. Voilà. Et il y a un facteur qui est très aidant, c'est que ce soit en lien avec les parents. J'ai mis la famille, et c'est pas ça, c'est les enseignants, pardon. Avec les parents et les enseignants. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut impliquer dans la mesure du possible les parents et les enseignants. C'est-à-dire si l'ergothérapeute, elle met en place, par exemple, des lignes de couleurs, c'est mieux si à l'école, il y a les mêmes lignes de couleurs. Okay, comme ça, ça permet d'avoir une continuité dans la prise en charge de l'enfant. Et l'objectif, c'est que l'écriture soit fonctionnelle, c'est-à-dire avec une lisibilité et une vitesse suffisante, sans surcharge cognitive, parce que si le coût est majeur
ordinateur et que donc il peut de toute façon pas faire attention à l'orthographe ou au contenu de ce qu'il écrit, bah, c'est pas fonctionnel. Hein. Et ça, il faut que ça permette de répondre aux exigences scolaires qui correspondent à la classe d'âge, c'est-à-dire que l'enfant de CE2 qui s'est amélioré progressivement, mais qui, au moment de la seconde, va à la même vitesse que ceux de CM2, il n'a pas une écriture fonctionnelle en réalité. Hein. Il ne peut pas répondre aux exigences scolaires qui sont celles de la classe de seconde. Voilà. Et donc, pour toutes ces raisons-là, à chaque fois qu'il n'y a pas une écriture fonctionnelle, c'est-à-dire quand même assez souvent, il va falloir en même temps mettre en place des outils de compensation tant que l'écriture n'est pas fonctionnelle pour que l'enfant puisse répondre aux exigences scolaires. Donc ça, c'est la mission du cartable fantastique. Donc, il suffit que vous alliez sur le site, vous verrez qu'il y a un certain nombre d'outils. Donc, il y a par exemple des banques d'exercices qui s'appellent les fantastiques exercices, où les exercices, au lieu d'être recopie à la phrase et entoure les verbes, c'est un exercice numérique, c'est clique sur le verbe. Donc, c'est la même phrase, mais simplement, on focalise sur la compétence et on regarde si l'enfant a compris ce que c'était qu'un verbe en clic. Et puis, il y a un certain nombre de plugins qu'on peut rajouter sur les traitements de texte et qui vont permettre aux enfants d'utiliser l'ordinateur et de répondre aux exigences scolaires. Par exemple, encadrer les verbes en rouge, souligner en vert. Ce n'est pas du tout simple avec un ordinateur si on n'a pas un outil spécifique. Alors, il n'y a pas que l'écriture pour les prises en charge, il y a d'autres types de prises en charge, parce que les enfants, ils sont gênés dans la vie quotidienne, dans les loisirs, couper la viande, faire du vélo, etc. Tout ça, c'est compliqué. Et alors là, c'est un peu la catastrophe, parce qu'en gros, aucune intervention n'a fait la preuve définitive de son efficacité, et toutes les interventions, en tout cas publiées, ont un niveau de preuve très faible. Voilà. Alors, néanmoins, les interventions qui sont centrées directement sur l'apprentissage des activités qui sont nécessaires à la scolarité ou à la vie quotidienne. Un truc qui est tombé là. Elles améliorent la qualité de vie des enfants et des parents, ce qui n'est pas négligeable. Hein. Donc, pour cette raison-là, on va conseiller d'utiliser ce type d'approche pour le moment, tant qu'on n'a pas une approche qui fait la preuve de plus d'efficacité. Et donc, pour que ces approches, pour que les interventions fonctionnent, on a quand même quelques éléments qui sont pointés dans la littérature. Il faut que ce soit au moins une fois par semaine. Donc moi, j'ai vu des rééducations d'ergothérapie une fois tous les 15 jours pour des raisons financières. Ce n'est pas une bonne idée. Il faut que ce soit plus rapproché que ça, si possible. Il faut que ce soit au moins 12 à 16 séances. Il faut que ce soit fait par des spécialistes de la motricité, donc chez nous, les ergothérapeutes ou les psychomotriciens. Et pareil, ça marche mieux si c'est en coopération avec les parents et les enseignants. Alors, je voulais évoquer avec vous les répercussions sur la famille, parce qu'il y a tout un tas de travaux là-dessus. Malheureusement, enfin, vous le savez, hein, avoir un enfant dyspraxique, ça a un coût au quotidien pour l'ensemble de la famille. Donc, ça, on le retrouve dans la littérature. Il y a une perturbation du bien-être émotionnel avec des symptômes anxieux, des symptômes dépressifs. On rapporte un sentiment d'isolement avec un manque de soutien en particulier, enfin un ressenti de manque de soutien de la part des professionnels de santé et de l'éducation. Donc là, pour les professionnels de santé, il y a une vraie réflexion à avoir. Hein. Comment au quotidien vous soutenez les parents qui viennent vous voir, parce que c'est bien d'aider l'enfant, mais il faut bien comprendre que le projet de l'enfant, il ne fonctionnera pas si derrière, il n'y a pas les parents au quotidien. Hein, je veux dire. Voilà, donc il faut qu'ils puissent tenir sur la longueur. Il y a des difficultés liées à la lutte pour obtenir les aménagements dans le système scolaire. Ce n'est pas que chez nous, hein, c'est dans tous les pays, ça. Et il y a des conséquences liées à l'errance diagnostique et sur la longueur, aux difficultés à obtenir des informations pour aider l'enfant. Voilà. Donc, sur tous ces points-là, il va falloir trouver des choses pour améliorer. Il y a aussi une modification des trajectoires professionnelles des mères. Hein. Elles arrêtent de travailler, elles réduisent leur quantité de travail, ce qui n'est
devrait pas être justifié au vu du trouble. C'est pas quelque chose qui réveille les gens la nuit. Enfin, voilà, mais sauf que la mise en œuvre d'un accompagnement d'un enfant dyspraxique avec des rééducations en plein milieu de journée, sans aucune aide, et puis une lutte pour l'accompagnement scolaire fait que les mères arrêtent de travailler. En revanche, on n'a pas retrouvé pour le moment d'impact sur la santé physique, les relations intrafamiliales ou le rôle parental, ce qui est très différent de ce qui est observé chez les parents d'enfants autistes. Alors, à nouveau, il n'y a aucune étude en France. Donc c'est pour ça que j'ai proposé à Émilie Cap, qui est une collègue de l'Université de Paris, de faire une étude. Alors c'est une spécialiste de la qualité de vie, mais plutôt dans l'autisme. Donc on s'est associé pour faire une étude sur la qualité de vie et le bien-être des parents d'enfants dyspraxiques en France. Donc c'est une étude qui démarre, ça concerne les enfants de 3 à 20 ans. Il y a une doctorante, puisqu'on a obtenu un financement de l'IRESP, qui s'appelle Léa Chowski, qui va mettre en œuvre cette étude. Je vous ai mis là des papiers si vous voulez prendre. C'est des questionnaires. Alors moi, je l'ai passé hier, parce que moi aussi, j'ai une fille dyspraxique, et puis je ne voulais pas venir devant vous sans avoir passé les questionnaires moi-même pour savoir ce qu'il y a dedans précisément et pour voir combien de temps ça prend. Ça m'a pris 30 minutes. En questionnaire imprimé, elle est en train de mettre en ligne, c'est pas tout à fait au point, c'est censé être au point à la fin de la semaine, mais évidemment on a besoin de votre aide pour cette étude-là. Et j'en profite pour vous dire qu'on a accueilli au Cartable Fantastique en CIFRE un doctorant qui s'appelle Thomas Canva et qui va étudier l'impact des outils du Cartable Fantastique sur les enfants dyspraxiques, donc on vous sollicitera, on vous préviendra. Il va démarrer fin d'année scolaire, je pense. Et donc là, ça concernera des enfants plus petits, plutôt primaires. Voilà.